Nous passons à la suite avec des amendements soumis à discussion commune. Sur l'amendement 570, je suis saisi par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public que nous annonçons dans l'enceinte de l'Assemblée. Monsieur Le Fur, pour le 570, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chacun en conviendra, nos compatriotes, ceux qui travaillent en particulier, sont soumis à un coût de transport plus conséquent aujourd'hui qu'hier du fait de l'augmentation des carburants et en particulier de l'augmentation du gasoil. On a passé le 1,50, c'est la conjonction de votre augmentation fiscale, on y reviendra, et des augmentations du prix du pétrole. J'en parle aux employeurs qui me disent « Oui, mais je ne peux rien faire pour mes salariés, alors même que je me vois dans l'obligation de verser le versement transport. » Or, ce versement transport, il ne bénéficie pas à mes salariés. Pourquoi ne bénéficie-t-il pas à mes salariés? Parce que dans bien des cas, l'usine est mal reliée en termes de transport public. Dans bien des cas, l'usine est au 2,8, au 3,8. J'imagine que vous êtes aussi confrontés à ça, mes chers collègues. Et de fait, aux horaires évoqués en 2,8 en 3,8, il n'y a pas de transport public ou peu. Donc l'idée, c'est de dire, eh bien, permettons à ces employeurs de déduire de leur versement transport une somme qu'ils alloueront directement aux salariés sous forme de ticket carburant. C'est un dispositif finalement assez simple. Le ticket restaurant existe, on peut parfaitement gérer un ticket carburant. Et en tout état de cause, la somme payée par l'entreprise, au lieu d'aller simplement à la structure locale, ira directement aux salariés concernés. Ce sujet, il est majeur. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent, et en particulier qui ont le mérite de rechercher un travail et d'accepter un travail loin de chez eux, c'est finalement ce que le président de la République souhaite. Eh bien, ces gens-là ont un coût de transport élevé. On a des employeurs qui en sont conscients. Et on a des employeurs qui nous disent, plutôt que d'extraire le versement transport, qui me coûte très cher, je vous rappelle que le versement transport, il a des taux différents selon les intercommunalités, mais il est toujours calé sur la masse salariale. Donc il a des conséquences très objectives pour les entreprises de main-d'œuvre. Donc c'est un amendement d'appel, Monsieur le Président. J'imagine qu'on ne va pas adopter un dispositif en l'état, je ne le demande pas. Mais il est indispensable que nous vous ouvrions ce débat. Je vous remercie. Nous passons toujours dans cette discussion commune au 66. Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président. En complément de l'argumentation de Marc Le Fur, cet amendement vise à instaurer un ticket carburant sur le même principe que les tickets restaurants. Et l'objet, il est simple, c'est de redonner tout simplement du pouvoir d'achat à ceux qui doivent se rendre au travail en voiture. Parce qu'il faut le souligner, ils sont nombreux à ne pas avoir d'alternative aux véhicules individuels dans des territoires ruraux, périphériques, où la voiture reste l'outil numéro 1 de la mobilité, même si celle-ci, on le sait tous, est amenée à évoluer, se partager. Et l'augmentation sans précédent de la fiscalité écologique, combinée à l'évolution du prix du baril, impacte très différemment les territoires et en tout cas grève le pouvoir d'achat des Français. Donc je renouvelle cette proposition de ticket carburant qui avait été présentée à l'initiative des Républicains et de Guillaume Pelletier. Et peut-être que la perspective prochaine du plein à 100 € vous fera-t-elle changer d'analyse. Je vous remercie, Monsieur Brun. Toujours dans cette discussion commune, qui défend le 1256? Il est défendu, le 1256? Défendu, je vous remercie. Des amendements identiques, toujours dans cette discussion commune. Le 417, Madame Dalloz, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, il faut éviter de remettre des contraintes supplémentaires aux entreprises. Je crois qu'il faut préciser que c'est une possibilité qui pourrait être donnée, au même titre que les tickets restaurants ne sont pas une contrainte obligatoire pour les entreprises. C'est un choix qui peut être fait. Mais force est de constater que la ruralité a été largement plus impactée que le milieu urbain en matière de mobilité, en matière de transport. Nos habitants de nos territoires n'ont pas d'autre solution que d'utiliser leur voiture, quels que soient leurs actes de la vie quotidienne, et pas seulement pour se rendre au travail, mais c'est aussi pour une consultation chez un médecin, c'est aussi pour emmener les enfants à l'école. Pour toutes ces raisons, ils sont contraints et forcés de prendre leur véhicule. Quand on voit aujourd'hui ce qu'a dit tout à l'heure excellemment mon collègue Brun, à savoir le fait que le prix du brut est progressé dans les proportions qu'on connaît,
et votre trajectoire de taxe carbone élaborée dès l'année dernière, on savait que s'il y avait un cumul des deux, on allait vers un vrai impact sur le budget des ménages. Aussi, cet amendement me semble être une mesure pour compenser la perte de pouvoir d'achat et surtout pour permettre aux entreprises qui le souhaiteraient de pouvoir contribuer à faire, à réduire l'impact sur le ménage, sur le budget et sur le pouvoir d'achat de ces ménages fortement pénalisés par le fait du non-choix de la mobilité. Je vous remercie, Madame Dalloz. Toujours dans cette discussion commune, le 845 identique n'est pas défendu, sauf erreur. Nous passons donc au 404, toujours dans cette discussion commune. Ah, Monsieur Viala, vous le défendez? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste ajouter aux arguments développés par mes collègues un élément supplémentaire qui est celui de l'évolution des mobilités. À l'heure actuelle, et on n'a pas évidemment encore examiné le texte annoncé sur les mobilités, mais ce qui est apparent, c'est que les territoires les plus éloignés des centres, où la question des transports est la plus dépendante de l'usage du véhicule individuel, et très souvent d'ailleurs parce que les distances sont longues du véhicule individuel diesel, sont écartés des réflexions sur les nouvelles mobilités, puisque les nouvelles mobilités incluent des solutions par le transport en commun, par de nouveaux types de modes de déplacement qui ne correspondent pas du tout aux habitudes de vie de nos concitoyens qui sont dans ces territoires. Donc, par un amendement de cette nature, on répond un peu par avance à l'agrandissement du gouffre qui va se creuser entre eux et ceux de nos concitoyens qui vivent à proximité de centres urbains où des solutions existent déjà et où des solutions nouvelles vont leur être proposées, pour la plupart d'ailleurs financées sur les finances publiques. Je vous remercie. Il nous reste le 2245 qui n'est pas défendu, sauf erreur. Nous passons donc à l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur, sur l'ensemble de ces amendements soumis à discussion commune. Oui, merci Monsieur le Président. Bien, écoutez, moi je suis défavorable à cette série d'amendements parce que d'abord, l'employeur peut déjà prendre en charge les frais de transport de ses salariés comme frais professionnels sur la base d'indemnités kilométriques. Donc un dispositif existe déjà. Je vous fais observer que la déduction du ticket du versement transport, ce serait un abaissement des ressources des collectivités. Et de surcroît, c'est un amendement qui n'est pas calibré selon le revenu. Donc pour toutes ces raisons, je suis défavorable et je crois que la question qui est posée notamment par Madame Dalloz de la problématique de la mobilité dans les zones rurales, sachant que le versement transport d'ailleurs peut s'appliquer dans les zones rurales en dessous des seuils si il s'agit de communes touristiques, mais effectivement ça n'est pas suffisant, doit vraiment trouver sa place dans la loi LOM. Je vous remercie. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. C'est le même avis défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées par le rapporteur. J'ajoute qu'il existe un certain nombre de dispositifs en plus de la prise en charge des frais kilométriques et notamment l'exonération dans la limite de 200 € par an de l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant, ainsi qu'en outre de la déduction forfaitaire, de la possibilité d'une déduction des frais réels. J'ajoute, en écho à ce que disait Monsieur Le Fur, qui disait lui-même dans son intervention qu'il savait que son amendement n'avait pas vocation à être adopté en l'état, que les montants proposés aboutiraient à une exonération pouvant aller jusqu'à 3 465 € par an pour 230 jours travaillés, et donc peut-être un peu au-delà de ce que vous-même aviez imaginé. Donc l'avis est défavorable. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous avons 4 demandes de prise de parole. Monsieur Le Fur, Bricout, Madame Catelot, Monsieur Di Filippo et Madame Motin. 5 demandes. Ça fait 5. Merci pour ce correctif. Monsieur Le Fur, vous êtes le premier. Je regrette qu'on oublie complètement une catégorie sociale dans ce pays. Ce sont les ouvriers, qui, pour beaucoup d'entre eux, sont soumis à des rythmes de travail qui sont en 2-8 ou en 3-8, et qui, de ce fait, n'ont pas la possibilité de bénéficier de systèmes de transport collectif qui ne fonctionnent pas en permanence, la nuit, tôt le matin, très tard le soir. Donc il faut imaginer pour ces catégories autre chose. Donc c'est l'objet de cet amendement. Monsieur le rapporteur général, vous nous dites il y a des choses qui existent. Je sais bien. La singularité de cet amendement, c'est de dire connectons ce besoin qui se manifeste en particulier dans le monde ouvrier avec le versement transport payé par les employeurs de ces mêmes ouvriers. Versement transport qui ne bénéficie pas de fait aux salariés de l'entreprise concernée. C'est ça l'idée de cet amendement. Alors, je n'ai pas le sentiment, j'ai bien, Monsieur le ministre, qu'on ne va pas l'adopter en l'état. Mais en tout état de cause, il est indispensable qu'on ait des solutions.
Parce que là, ce que vous êtes en train de faire avec les augmentations de constantes du gazole, c'est la chose suivante. C'est le diesel a augmenté de 8 centimes au 1er janvier 2018 du fait des dispositions que vous avez prises. Il va augmenter de 6,5 au 1er janvier 2019. Et ceci va se poursuivre. Le rendement supplémentaire pour l'État sera en milliards au terme de l'année 2022 de 14 milliards, 14,2 milliards. Vous imaginez la ponction que cela va représenter pour les catégories qui travaillent en particulier? Vous imaginez ce que ça va représenter? Ceci accumulé avec une augmentation de fait de la matière première qu'est le pétrole. La conjonction des deux, c'est une bombe atomique. Nos concitoyens vont se révolter, et avec quelques bonnes raisons. Je vous remercie. Monsieur Bricout. Oui, en tous les cas, à titre personnel, peut-être au nom du groupe d'ailleurs, on soutiendra cet amendement. Parce qu'on voit bien que dans le budget 2018-2019, on est complètement déséquilibré entre les politiques de l'offre et celles de la demande. Là, on est sur les politiques de la demande. Ça veut dire au profit notamment des ouvriers, avec plus de pouvoir d'achat pour les ouvriers, plus de consommation. Et je crois que c'est le premier point le plus important. Ça nous renvoie aussi au problème d'acceptabilité de la fiscalité écologique quand elle vient se heurter au mur des réalités sociales. On a besoin d'avoir des dispositifs qui viennent soutenir un petit peu ceux qui ont des pouvoirs d'achat limités pour accepter peut-être cette augmentation qui est quelque part nécessaire en termes de politique écologique. Puis ça répond au problème de mobilité sur les territoires. Effectivement, sur nos territoires ruraux, on n'a pas d'autre choix qu'utiliser la voiture, notamment sur des horaires décalés. Donc on soutiendra, enfin en tout cas moi je soutiendrai cet amendement qui vise à redonner un peu de pouvoir d'achat parce qu'il y en a sérieusement besoin pour nos ouvriers. Je vous remercie. Madame Catelot. Oui, merci Monsieur le Président. Je comprends le sens de l'amendement de nos collègues, sincèrement. Nous sommes dans une situation où finalement on se retrouve, et on a bien pu le voir sur d'autres sujets, tous à vouloir des comportements davantage vertueux, se tourner vers une mobilité qui soit plus durable, moins impactante d'un point de vue environnemental, et en même temps nous nous retrouvons face au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mais, messieurs, dames les élus, à un moment donné, quand vous avez tous interpellé sur le rapport du GIEC, vous avez tous interpellé, et vous avez été aussi interpellés par vos citoyens, sur les questions alimentaires, d'agriculture. La mobilité fait partie effectivement également des composantes et des facteurs importants d'impact environnemental. Et cette réalité-là, nous devons la voir finalement, même quand on est en zone rurale, et moi mon territoire est rural et périurbain, même quand vous êtes également en zone d'activité. Donc, de deux choses l'une, messieurs, dames les élus, puisque je vous ai écouté très attentivement, je vous remercie. Nous avons une LOM qui va arriver prochainement, qui a pour vocation à régler les zones blanches de mobilité qui existent à l'heure actuelle et qui n'ont jamais été résolues depuis 20 ans, même avec les diverses lois de décentralisation et les compétences qui ont été données. Donc à nous maintenant de construire cette LOM qui va permettre de résoudre les zones blanches de mobilité, de donner des alternatives à la voiture unique, même en zone rurale, et c'est bien ça notre sujet, c'est de trouver des alternatives à la voiture seule et unique, de trouver également une assise fiscale qui ira avec, puisque comme vous le savez, le versement transport n'existe pas partout et ne permet pas partout de créer du transport public. Donc ça sera à nous de créer ces leviers. Et n'oubliez pas également une chose, c'est que si nous étions à venir, moi-même je me suis posé la question et la tentation honnêtement d'accompagner au moins pendant les 2 ans qui viennent la variation des prix du carburant. Mais à un moment donné, quand vous êtes face à besoin de changement de comportement, il faut également que l'effet psychologique sur le changement de comportement puisse se faire. Et derrière, en matière de véhicules, vous avez le casque pour changer de véhicule et bientôt de nouvelles solutions de transport en commun. Je vous remercie. Merci Madame Catelot. La parole est à Monsieur Di Filippo, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. J'aimerais nous reconnecter à la réalité sur ces questions de taxes sur les carburants. Je vis assez mal l'opposition du rapporteur et du ministre sur nos propositions en ce qui concerne les taxes sur le carburant. Et je vis mal aussi certaines propositions sur la mobilité. J'ai vraiment hâte qu'on ait un métro cadencé toutes les 5 minutes à Sarrebourg ou à Château-Salins dans ma circonscription. Ce sera vraiment un vrai progrès, mais je ne crois pas que ce soit possible. Vous augmentez les taxes au 1er janvier 2018, 8 cents
de plus sur le gasoil. Au 1er janvier 2019, Chers 7 cents collègues, de plus. écoutez au moins votre camarade quand il 7 parle, cents votre de collègue plus de votre sur groupe. le gasoil. Franchement. Ça veut dire, Allez, monsieur Di Filippo, Sur vous avez un la plein- parole. Vous pouvez sur un continuer. plein de 55 litres, 4 € de plus, 8 € de plus. Chez nous, quand on travaille, quand on doit emmener les enfants à l'école, quand on doit aller chez le médecin, on fait régulièrement, et ça n'a rien d'anormal, un plein par semaine. Ça veut dire 400 € de perte de pouvoir d'achat sur l'année. Et là, je vous renvoie à ce que vous disaient tous mes collègues sur les problèmes de revalorisation du travail. Ça représente 400 € pour des gens qui ont un salaire tout à fait normal, vers les 1 500 €. Ça représente une semaine de vacances, ça représente un réveillon de Noël, et c'est de tout ça que progressivement vous les privez. Je vous remercie. Je passe la parole à monsieur Roussel. Une fois n'est pas coutume, les députés communistes voteront un amendement de la droite parce que, en matière de fiscalité punitive, on est là avec l'affaire de l'essence sur un gros sujet. Dans le budget 2018, c'était 2,4 milliards qui ont été ponctionnés dans le portefeuille des Français par les hausses des taxes sur l'essence. Et en 2019, c'est 1,9 milliard. En tout, vous avez prévu de prendre 4,3 milliards dans le porte-monnaie des Français sous prétexte de répondre aux défis climatiques. Ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Il y a aujourd'hui 8,2 millions de nos concitoyens qui ne peuvent pas se priver de leur voiture dans leur trajet quotidien. Comment allez-vous transformer, faire la révolution qui va permettre que demain, ils vont pouvoir se passer de leur véhicule et répondre aux défis climatiques? Au contraire de cela, il faut leur permettre de pouvoir accéder, oui, à des transports doux quand on est en métropole et en lieu fortement densément peuplé, mais quand on se trouve dans la ruralité, il y a d'autres moyens à mettre en œuvre. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une voiture roulant au gaz, à l'hydrogène ou à l'électricité. Redonner du pouvoir d'achat aux Français, redonner du pouvoir d'achat aux ouvriers, permettez-leur d'avoir les moyens justement de conduire, d'avoir des voitures non polluantes. Et là, il y aura une véritable révolution. En taxant l'essence, en taxant le gasoil, vous ne faites pas un effet psychologique, vous faites un effet porte-monnaie, et ça, c'est du plus mauvais effet. Prendre quelques interventions. On va quand même limiter dans les groupes parce qu'il y a eu déjà un certain nombre de prises de parole. Si quelqu'un d'un groupe qui ne s'est pas encore exprimé souhaite le faire, donc quelqu'un d'un groupe qui n'a pas encore eu d'orateur souhaite le faire, qu'il me l'indique. Sinon, je prends les prises de parole de Madame Motin et de Monsieur Brun. Et un groupe qui ne s'est pas encore exprimé. Donc vous aurez également la parole. Hein. Allez-y, Madame Motin. Merci, Monsieur le Président. Non, vous êtes déjà exprimé. Non, alors par contre, évidemment, pas deux prises de parole de la même personne. Je suis désolé, Monsieur Bricou. Madame Motin, allez-y, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'apporter quelques éléments concernant justement la ruralité. Je vais d'abord vous parler de Tarare et de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Vous connaissez deux très grandes villes, donc, dans lesquelles moi j'ai eu à œuvrer en tant que RH, vous le savez, et donc à avoir un contrôle URSSAF justement sur cette question du transport. J'avais des ouvriers en 3-8. Et à ces ouvriers en 3-8, on donnait la prime de 200 € totalement exonérée d'impôts et de charges pour l'employeur, qui ne générait pas non plus de frais d'émission de titres, comme la solution que vous proposez. Donc cette solution-là, elle s'applique, y compris dans des zones où il y a du transport, puisqu'il y avait quand même des transports en commun. Mais vous avez raison, beaucoup d'ouvriers n'ont pas le choix et en 3-8, ils sont obligés de prendre leur voiture. Du coup, ils avaient cette prime de 200 €. Je vous rappelle que c'est d'ailleurs sous l'impulsion de M. Sarkozy qui est arrivé ce dispositif qui fonctionne très bien donc, pour les ouvriers. Et donc, je ne pense pas que des tickets puissent l'améliorer puisqu'il y a des frais d'émission en plus et ce dispositif existe et fonctionne. Mais surtout, pour pouvoir prendre leur voiture, encore une fois, nous avons mis en place un dispositif qui fonctionne puisque plus de 170 000 Français y ont déjà fait appel. C'est la prime de conversion. Cette prime de conversion que nous allons encore améliorer cette année et qui permet aux Français de ne plus être liés avec une voiture qui fonctionne au gasoil, de prendre aussi en compte la volonté de tout le monde, pas que des cadres sup. Vous avez raison, les ouvriers aussi ont envie d'œuvrer pour leur planète, pour leurs enfants, pour la santé de tout le monde. Ce n'est pas une histoire de catégorie ou de classe. Donc,
Ça s'adresse et notamment à plus de 70% de gens qui ne sont pas imposables, qui en ont bénéficié cette année, et plus de 90% hors région parisienne. Donc c'est pour les ouvriers, c'est pour la ruralité. Et le dispositif que vous proposez, il existe déjà et bien plus performant avec les 200 € exonérés pour les entreprises. Alors, Monsieur de Courson, Monsieur Chenu, Monsieur Brun. Monsieur de Courson. Mes chers collègues, nos collègues républicains posent une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait à l'égard notamment des ruraux, de ceux, il n'y a pas que les ruraux, des urbains qui travaillent à la campagne et qui font 15, 20, 30, 40 km, puisque la distance moyenne de domicile-travail en France, c'est 15 km. Donc quand vous voyez ce que ça représente à la fin du mois, avec une énorme augmentation, il y a 18 mois, on était en dessous d'1 € le litre. On a dépassé 1,50 €. Donc, quand vous voyez l'incidence pour des gens qui ont le courage de se lever, de prendre leur voiture, d'aller travailler à 30-40 km, il faut faire quelque chose. Voilà. Alors, il y a la solution proposée par nos collègues. Pourquoi on l'a fait sur le ticket restaurant? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas un ticket carburant ou d'autres dispositifs? Ma chère collègue, lorsque vous êtes intervenu en renvoyant à la loi l'homme, mais c'est un peu toujours en attendant Godot. Elle sera votée quand? Le temps que les textes sortent. On voit bien que ce n'est pas la LOM qui va nous régler cette affaire. Vous voyez? Donc c'est un problème qu'il faut aborder. Donc nous sommes favorables à cette idée, mais pour que le gouvernement sorte du bois et trouve et fasse des propositions en la matière. On ne peut pas continuer comme cela. Vous voyez, on parle beaucoup de la fracture. La fracture, elle est quand même chez tous nos collègues qui habitent les zones rurales, mais aussi nos collègues qui habitent des zones urbaines, qui vont travailler en zone rurale. Ils sont des dizaines et des dizaines de milliers. Il y a les deux cas de figure. Donc, quelles sont les propositions, Monsieur le ministre, du gouvernement pour répondre aux amendements proposés? Au moins, ils proposent une solution, nos collègues. Je vous remercie, Monsieur Chenu. Monsieur Chenu, puis Monsieur Brun. Oui, merci, Monsieur le Président. Il va bien falloir, chers collègues, que vous compreniez que vous avez fait regresser non seulement le pouvoir d'achat, mais aussi le niveau de vie d'un certain nombre de nos compatriotes qui se lèvent le matin pour aller travailler et qui, avec l'augmentation du prix de l'essence, avec les 80 km/h, avec le contrôle technique, etc., eh bien, payent davantage pour aller travailler, payent davantage pour d'ailleurs construire la France et permettre à la France d'engranger un certain nombre de dividendes. Vous avez abîmé ce pouvoir d'achat. Vous nous répondez l'homme, notre collègue de Courson l'a indiqué, mais c'est l'éternel débat. Vous nous renvoyez cet argument à longueur de débat. Alors un jour viendra peut-être qu'on se penchera sur cette question parce que cette loi arrivera. Mais on ne peut pas. Nous avons l'occasion d'ouvrir une porte. Faisons-le. Vous nous répondez transport à la demande. J'ai entendu ça. Mais enfin, vous connaissez la réalité du transport à la demande. Ça se réserve plusieurs jours à l'avance. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez automatiquement claquer des doigts et aller vous transporter directement sur votre lieu de travail. Le transport à la demande ne permet pas au quotidien à un ouvrier de le prendre et de se rendre sur ce lieu de travail. Nous défendrons cet amendement parce qu'à travers cet amendement, nous le soutiendrons, c'est la défense des ouvriers de ce pays. C'est la défense de celles et ceux qui se lèvent le matin pour bosser, de celles et ceux dont vous fermez les usines, de celles et ceux que vous fracassez tout au long de l'année. Alors oui, nous serons au rendez-vous pour défendre le peuple des Français qui bosse, qui se lève. Je vous remercie, Monsieur Chenu, s'il vous plaît. La parole est à Monsieur Brun, puis à Monsieur Coquerel, puisque votre groupe ne s'est pas encore exprimé. Monsieur Brun, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on voit bien à travers nos débats que le gouvernement assume totalement l'augmentation de la fiscalité sur les carburants. Je rappelle que c'est plus de 15 milliards d'euros sur le quinquennat. Et c'est au final un impôt supplémentaire sur le droit de travailler, sur le droit de se soigner, sur le droit d'étudier. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette proposition concrète du ticket carburant, il ne faut pas l'opposer aux solutions existantes. Elle est complémentaire parce qu'elle s'appuie sur le libre choix des entreprises d'offrir un avantage à ses salariés, en contrepartie, obtenir une défiscalisation. Et c'est aussi un outil de management, un outil de fidélisation des salariés, des collaborateurs, notamment dans des territoires, puisqu'on parle des territoires ruraux et périphériques, où nos petites entreprises ont aussi du mal à recruter. Et puis, pour terminer, je voudrais quand même dire que quand le gasoil
est à 1,76 €, et ce n'est pas fini, que le plein est demain à 100 €, ça demande une réponse immédiate, une réponse de court terme. Le souci des Français, c'est de faire le plein de leur véhicule. Alors peu importe d'ailleurs que le carburant change de nom, nous ce qu'on veut c'est que le carburant change de prix, ce qu'on veut c'est que le carburant change de coût. Et même si nous sommes nombreux à soutenir les primes à la conversion, enfin quand même un peu de raison, les primes à la conversion concernent 170 000 véhicules dans notre pays, il y a 30 millions de voitures. Donc la réponse que vous apportez, non seulement elle n'est pas adaptée en termes de temps, mais elle est complètement inadaptée en termes de volume. Et c'est pour ça que nous soutenons cet amendement du ticket carburant. Je vous remercie, Monsieur Brun. Monsieur Coquerel, ainsi que Monsieur Bourlange, dont le groupe ne s'est pas non plus encore exprimé. Donc Monsieur Coquerel, et à l'issue, nous passerons au vote. Oui, bien, nous ne voterons pas cet amendement. Je vais expliquer pourquoi. Je suis évidemment sensible aux arguments des collègues qui déposent un amendement en expliquant que dans beaucoup de zones en France, la question de l'étalement urbain, l'éloignement toujours plus important entre le lieu de travail et le lieu de domicile, pénalise en premier lieu les salariés, et notamment les salariés des catégories les plus défavorisées. C'est vrai. Mais par contre, je trouve que la solution de le faire en échange d'une exonération de cotisations sociales n'est pas supportable. On exonère les cotisations sociales sans arrêt, et en dernier ressort, puisque certains de vous disent défendre les ouvriers, exonérer les cotisations sociales, c'est toujours prendre sur le salaire socialisé, qui est une forme de salaire. Donc, retrouvons notre méthode, moi je serais prêt à l'appuyer, qui serait le fait de ne pas justement faire en sorte que ça repose une fois de plus sur les salariés, puisque les cotisations, je le rappelle, c'est un salaire différé. Merci, Monsieur Coquerel. Monsieur Bourlange, vous avez la parole. Et Monsieur le ministre a demandé la parole et nous pourrons passer au vote. Merci, Monsieur le Président. Oui, je crois qu'ici, dans cet hémicycle, il y a une sensibilité très partagée sur la nécessité d'apporter, à terme plus ou moins rapide et dans des conditions à définir, une solution aux problèmes posés par un certain nombre de gens qui sont de revenus faibles, qui sont astreints à des emplois difficiles, à des horaires mal commodes et qui subissent donc de plein fouet les inconvénients sociaux de l'augmentation massive des hydrocarbures. En même temps, nous savons bien qu'on ne peut pas, par une sorte de décret de baguette magique, abolir l'augmentation des carburants et développer et mettre en œuvre des systèmes qui se contenteraient de neutraliser les effets de cette hausse, alors qu'il est évident que nous devons de toute manière encourager tout un ensemble de pratiques, de modifications comportementales qui visent à diminuer le recours aux hydrocarbures. Et donc, je pense que la solution qui nous est proposée n'est pas la bonne. Et c'est pourquoi, avec pas mal d'hésitation chez nous, et nous ne sommes pas tous d'accord sur ce plan, nous pensons qu'il est préférable, il faut rechercher la solution ailleurs. En réalité, il faut réfléchir aux mécanismes de soutien au pouvoir d'achat. C'est dans l'idée de la prime d'activité, d'éventuellement d'envisager un complément de revenu universel, c'est-à-dire d'un soutien indifférencié au pouvoir d'achat qui permet d'apporter une solution aux personnes concernées sans les inciter à perpétuer un certain nombre de pratiques qui ne sont pas les bonnes. Alors c'est difficile, ça demande de l'exigence, ça demande du travail, mais c'est le moment de le faire. Je vous remercie, Monsieur Bourlange. Donc je vous rappelle je vais passer la parole au ministre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un scrutin public, donc vous pouvez commencer à regagner vos places. Je passe la parole à Monsieur le ministre et nous passerons au vote à l'issue. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots d'abord pour essayer de rappeler que dans cet hémicycle, il n'y a pas ceux qui défendraient les ouvriers et les zones rurales et les autres qui seraient préoccupés uniquement par les convictions environnementales. Que par ailleurs, et vous me permettrez cette incise personnelle, lorsque j'entends celles et ceux nous expliquer que cette majorité fracasse les ouvriers, c'est le dire à un membre du gouvernement dont la mère et le père ont vécu toute leur vie en faisant les 2-8 pour aller travailler en Ardèche, territoire que M. Brun connaît particulièrement bien. Et ce n'est pas à moi que vous apprendrez ni les difficultés de mobilité, ni les difficultés de pouvoir d'achat que peuvent rencontrer les familles dans notre pays. Vous nous dites
comme si c'était facile et avec la plus grande des démagogies, nous voulons du carburant moins cher. Mais écoutez, M. Bourlange, il parle d'or. Nous savons tous que nous sommes dans une transition écologique. Nous savons tous qu'il y a une pénurie des énergies fossiles. Et nous savons tous que neutraliser le prix n'aurait qu'une vocation temporaire. Ça serait mettre un sparadrap sur une jambe de bois. Nous voulons que les voitures roulent moins cher. Nous voulons des véhicules plus propres. Nous voulons des véhicules moins consommateurs et avec des énergies qui soient renouvelables. Et c'est la raison pour laquelle nous doublons la prime de conversion pour les ménages non imposables. C'est la raison pour laquelle aussi nous mettons en place ces dispositifs d'accompagnement des ménages français pour qu'ils puissent faire face à cette transition énergétique. La solution que vous proposez, vous avez dit vous-même, en la présentant, qu'elle n'avait pas vocation à être adoptée. C'est dire le degré. Si, monsieur Lefebvre, vous avez dit qu'elle avait vocation à ne pas être adoptée. C'est dire le degré peut-être de faux semblants dans un certain nombre d'arguments qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Il y a une loi d'orientation sur les mobilités qui va être présentée au Conseil des ministres au mois de novembre, qui ira encore plus loin en matière d'accompagnement de la transition énergétique et de proposition de solutions alternatives, mais aussi de solutions individuelles à un tarif moins coûteux pour les ménages. Et je pense qu'à long terme, c'est la piste que nous devons poursuivre. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Nous passons